Donc en fait, tu as tous les solivages, tu sais, qui sont prévus. En gros, le but, c'est qu'on met des conteneurs en suspension entre deux conteneurs et que du coup, après, tu peux tendre des planchers entre... Là, par exemple, on est sur un plancher qui est tendu entre ce conteneur-là et celui-ci. Je m'appelle Steven, j'ai 31 ans, je suis architecte de formation, on dirait. J'ai grandi au Havre, j'étais plutôt pas mauvais élève, quoi, mais toujours un peu clownesque. À la fois la personne qui pouvait parler aux profs et fluidifier un peu les relations entre les élèves et les profs, mais à la fois ce côté un peu, pas rebelle, mais j'ai jamais été vraiment d'accord avec le concept d'école, le côté un peu, en fait on te file un emploi du temps, tu vois. Moi, quand on n'est pas capable de me répondre à une question de pourquoi, j'ai du mal à, tu vois ce que je veux dire, et du coup j'étais souvent en train de remettre un peu en question les choses. Après l'archi, ouais, je crois que j'avais trouvé ma voie, quoi. Une fois que je suis arrivé en école d'archi, moi ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, ah tiens, qu'est-ce que peut être l'école quand elle est un peu mieux réfléchie. Et en fait, en école d'archi, ce que je trouve vraiment stylé, il y a deux trois points que je trouve vraiment stylé, c'est d'une, tu vas filer le même sujet à 120 étudiants, tu ressors avec 120 projets différents, et tout est défendable. Je commence. Alors, écoute, pour ce qu'on fait ici, ce lieu s'appelle l'Imaginéarium et c'est un lieu dans la campagne, vraiment au milieu de la campagne. C'est un choix de notre part à tous les deux. On amène des amis artistes. On avait commencé un petit peu au Havre et on s'est aperçu que c'était beaucoup mieux de se mettre à la campagne. C'est un choix dans un endroit, dans un clos masure. Donc il y a aussi un petit bar où on fait salon de thé. Et puis aussi de la bière et des éléments uniquement locaux. On fait de temps en temps les petits concerts, on fait du théâtre de temps en temps aussi, et puis tous les premiers samedis du mois, il y a jour de lecture, où là, ça brasse entre 20 et 50 personnes. Et là, moi, il y a une plus grande visibilité sur ce qui est exposé au mur de l'imaginaire. Moi, je suis né à Gonneville, je suis d'ici, je suis un natif du village. Quand mon grand-père est parti, mon père a voulu reprendre la relève, mais on va dire qu'il n'avait pas suffisamment de surface pour que ce soit viable, donc il a tout arrêté, loué les terres, on va dire, et puis il nous a gentiment fait comprendre que voilà, fallait se détourner de l'agriculture. J'ai loupé mon bac 2 fois. Et bon, de peu, on va dire, pas par manque de sérieux. Hein. J'ai eu une adolescence une crise d'adolescence assez forte. Mais j'ai quand même réussi à trouver un BTS et à repasser mon bac en candidat libre au bout de l'année du BTS. Mon frère et ma soeur se sont tournés plus vers la médecine. Moi, je me suis tourné plus vers l'industrie, on va dire. La limite du truc, en fait, c'était que moi, si je faisais ça, c'était parce que j'ai vu mon père construire des maisons, tout ça. On a travaillé beaucoup, quoi, quand on était jeune. Et je voulais me mettre dans la construction. Et ce que je me suis rendu compte au bout d'un an et demi, c'est que j'allais passer ma vie sans un ordinateur. Et j'ai dit à mon prof, j'ai dit bon bah c'est bien, je pense que c'est pas fait pour moi. À côté de ça, dans ma boîte où j'étais en alternance, ils m'ont appris les métiers de l'acier. Enfin, je sais me débrouiller. Puis bon, bah, comme on était du milieu agricole, on va dire qu'on est avec des outils dans les mains, quoi. Les marteaux, les pointes, t'as ça depuis que t'es... Donc on est assez manuel quand même. Je suis diplômé en février, le mois juste avant le Covid. Donc moi je sors de l'école en me disant waouh, au bout de 10 ans de tout, tu te dis ça y est, c'est le passage au nouveau monde. Moi j'appelais ça le grand bassin, tu vois. Ça y est, on est dans le vrai monde, quoi, parce qu'il y a ce côté-là de l'école aussi qui est la coupure avec la réalité. Donc voilà, il y avait ce côté, ça y est, j'arrive dans la réalité. Donc moi, si tu veux, j'ai pas eu la coupure entre une vie qui était déjà installée, Covid, et hop, ça change. Moi, il y avait déjà une coupure. C'était en fait, je finissais mes études et je rentrais chez mes parents. Donc il y avait déjà ce changement de vie. Mais par contre, voilà, désillusion, mais totale. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, tu te retrouves chez tes parents, dans ta chambre d'ado, enfin, tu vois, le monde est fermé, quoi. Bah, le hangar zéro, pour moi, ça commence justement avec mon assaut d'événementiel. En fait, on cherchait à l'époque des lieux pour faire des soirs et des festivals. Nous, on cherchait des terrains d'air, des hangars, des machins, etc. Et de là, il y a une amie qui est DJ qui nous dit
Et bah il y a des gens qui ont participé à un concours et qui apparemment ont eu un hangar sur le port, tu vois. C'est ça la phrase que j'ai un peu de début. Et au final, on arrive dans une réunion au fort de Tourneville et une trentaine de personnes dans une salle, disposées, tu vois, un petit peu en mode réunion, tu vois, tout le monde dans un grand carré, quoi. Et en fait, bah, on se rend compte que, enfin moi c'est là les premières bribes de ce qu'est le hangar, c'est ça pour moi, c'est que je vois une réunion organisée avec quelqu'un qui gère les tours de parole, quelqu'un qui gère les sujets, quelqu'un qui modère, quelqu'un qui fait le temps, des manières de s'exprimer aussi avec les mains, je suis d'accord, je suis pas d'accord, point technique, machin, etc. Et donc je vois tout ce mécanisme humain qui moi me parle, tu vois, où je me dis putain ça fonctionne assez bien, c'est marrant. Et après c'est un peu flou, c'est un peu découpé, j'allais dire, c'est un peu en pointillé. Là, il y a l'architecte d'ici, donc Frédéric Denis, qui est le père d'une amie à moi, qui me dit cette phrase-là, qui me dit quand tu auras fini tes études, viens poser un cul à Archipel et on verra ce qu'on fera. Et Archipel, c'est le coworking dont je te parle, où au final le hangar est né un peu là-bas. Du moins, c'était les premiers bureaux administratifs du hangar, on va dire. Je travaillais aussi pas mal pour Toyota France à Valenciennes. Donc nos spécialités c'était le convoyage automobile, donc tout ce qui est tapis roulant, machin, tout ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'une année sur l'autre, quand on rentrait dans l'usine, on voyait que là où on avait mis des chaînes, les ouvriers ils avaient disparu, quoi. C'était que des bras de montage automoteur, les bras de soudure automatique, l'appareil qui attrape le siège, qui attrape le pare-brise, qui monte tout seul. Les voitures, elles sont quasiment faites toutes seules. Donc ça m'a un peu agacé et j'ai préféré arrêter. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir en Australie avec un copain qui faisait ses études. Je suis parti vivre 2 ans en Australie. Et c'est là-bas, on va dire, que j'ai retouché un peu à la terre, quoi. J'ai travaillé pendant 9 mois, je crois, dans une exploitation céréalière. Le propriétaire, je crois il cultivait 11 000 hectares de terre. Donc c'est la grosse industrie agricole australienne, quoi. Comme on voit sur les photos, toutes les moissonneuses qui se suivent là, les unes derrière les autres. Et c'était une expérience formidable, vraiment formidable. Et on va dire que quand je suis revenu en France, j'avais déjà cette envie de faire autre chose. Donc labellisé bio depuis 7 ans, j'ai récupéré donc les terres de mon grand-père que j'ai passé en bio, on va dire. Donc il y a 3 ans d'attente, de reconversion. Donc je voulais quand même faire du bio. Mais de toute façon, sur une petite surface, pour être, on va dire, viable économiquement, il fallait que je vende en produits bio pour essayer de valoriser au maximum mes produits, et en direct, on va dire, pour essayer, toujours pareil, toujours dans la même démarche de valoriser mes produits et puis d'en tirer le plus de bénéfices possible, on va dire. Mais grâce aux AMAP, on va dire, j'ai pu fournir des légumes qui étaient en reconversion bio et non bio. Et les clients, en fait, acceptaient du principe où la démarche était en cours. Quand on commence à faire une expo, c'est comme le tatouage, hein, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Et donc j'ai continué à faire des expos. Je suis allé aussi dans une asso de photographes au Havre, la SHP, la Société Havraise de Photographie, où j'ai appris à manipuler l'ordinateur, hein, pour Photoshop et autres logiciels. Et puis je fais pas que de la photo. Alors on va savoir que tout ce que je fais, je suis autodidacte. La plupart des choses, c'est bien donc la photo. Je fais mon pain, je fais de la bière, je tourne, je me nuise. Tout ça, soit je regarde des vidéos sur YouTube, je cherche des articles, mais j'apprends par moi-même. Un jour, je dis, je vais pas finir mes jours à Saint-Germain-en-Laye. C'était en 2006 précisément. Je vais aller au Havre. Tout le monde dans ma famille et mes amis me disent, mais qu'est-ce que tu vas foutre au Havre? Et puis pour moi, le Havre, à ce moment-là aussi, ce que je me disais, parce que je connaissais personne, hein, je connaissais une personne, et je me disais, le Havre, c'est une ville qui a beaucoup souffert et qui est en plein renouveau. Et c'est un petit peu à mon image. Et voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait aussi, c'est que dans ma vie, j'ai jamais, je me levais le matin, je me disais pas, je vais bosser
ça va faire chier. Je me disais toujours, je vais faire ce que j'ai à faire, ce que j'ai décidé de faire et ce que j'ai à faire sur cette terre. Et je me suis mise au Havre à peindre un jour. Ça m'a pris comme une envie de faire pipi. J'ai dit à mes enfants, en 2007-2008, si vous ne savez pas quoi m'offrir, écoutez, vous m'offrez des châssis, de la peinture. Ouais, je vais essayer de peindre. Voilà. Et c'est mon côté artistique qui est ressorti. Et je disais, et je le dis encore, quand je me mets en peinture, je me mets en danse en fait, parce que il y a beaucoup de mouvements dans c'est mon côté artistique qui est ressorti en peinture. Et je pense que c'est grâce à la lumière, à l'univers qu'il y a de lumière au Havre en fait. Il y a une asso qui a été créée au moment du Hangar Zéro, qui s'appelle donc Permac, l'asso pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui veut dire plateforme d'échange et de réemploi des matériaux de construction. En travaillant pour le Hangar Zéro, on fait du réemploi ici. Et en fait, un jour, on va avoir une commande à laquelle on répond avec cet asso. Et donc, c'est la déconstruction d'un bâtiment. Et donc, je m'attelle à ça et je me rends compte que bah ouais, on apprend à construire, mais on n'apprend pas à déconstruire. Ça me libère aussi de la pression, parce que c'était hyper dur, la pression de l'auto-entreprise, en se disant bah en fait, si j'ai pas de projet, j'ai pas d'argent à la fin du mois. Et donc, comment avoir des projets? Bah, faut aller voir des gens. Et ta vie devient un peu une recherche de projet. Et puis tu vois aussi les différents parcours des autres qui sont sortis de ta promo et qui sont en agence, qui peuvent avoir une voiture de fonction, enfin tu vois, qui commencent déjà à rentrer dans le système économique. Et je sais pas, moi je garde un peu les rêves en mode ouais, je suis un peu rêveur et j'ai envie de me dire qu'il y a peut-être moyen de tester une autre voie, quoi. Un peu comme dans tous les domaines que veut traiter le hangar, il y a des problèmes, on pourrait améliorer. Et donc là, dans le domaine de la construction, les problèmes, c'est les déchets. Les pistes de réflexion, c'est on pourrait construire avec ces déchets. Et donc, c'est ce qu'on décide de faire ici. Et c'est un projet un peu démonstratif dans le sens où on va pas pouvoir récupérer tous les déchets, on va pas sauver le monde, mais on veut montrer que c'est possible. Et surtout, en faisant ce projet, bah, ça enclenche des choses. C'est-à-dire que finalement, tu fais pour de vrai. C'est-à-dire que quand tu vas récupérer un escalier ou une charpente ou un machin sur un chantier qu'on déconstruit, bah, en fait, la personne, elle se sensibilise directement, en fait, parce qu'elle est en mode, bah, il y a des gars qui sont venus, ils ont récupéré le plancher que nous, on allait mettre à la poubelle, moi, j'ai payé moins cher en benne. Enfin, baf, il a fait un pas dans le réemploi, tu vois. Et nous aussi, le réemploi, ça a toujours existé. On a construit des maisons, des églises avec des anciennes pierres de château. Enfin, tu vois, il y avait le côté on perd pas la matière, quoi, tu vois. Et en fait, c'est arrivé courant, je dirais 20e, tu vois, où la pression immobilière, l'urbanisation, etc., ont fait que bah, t'as des promoteurs qui achètent des terrains, il y a un bâtiment dessus. Voilà, nous, on veut que le terrain, en fait. Donc, voilà. Et donc, le temps fait que bah, la gestion des déchets dans une ville, bah, c'est déchetterie, quoi. C'est tu découpes, tu détruis et tu mets en déchetterie. La pression, j'allais dire, je sais pas, financière, foncière, comme on dit, voilà, fait que bah, ça doit avancer rapidement. Et que donc, on se retrouve à jeter des bâtiments à la poubelle, où au final, on construit des bâtiments qui se construisent très rapidement, certes, mais déjà d'une, on les détruit 50 ans après parce que les trucs sont mal isolés, machin, etc. Donc on construit trop rapidement pour déconstruire après. Et puis ce qu'on construit est pas facilement déconstructible, quoi. C'est-à-dire que t'as vachement de matériaux hybrides, voilà, j'allais dire un bâtiment en briques, ça peut se démolir assez rapidement. Finalement, enfin tu vois, l'assemblage est fait pour être quasiment déconstruit, tu vois. On veut changer un modèle qui pour nous peut-être on pourrait dire est inspiré un peu du capitalisme et fait souffrir les gens et machin et ça provoque des inégalités malades et tout, etc. Et t'as pas mal de gens qui travaillent ici, qui ont fait par exemple des burn-out ou des trucs comme ça, donc tu vois, qui sont des rescapés de ce système-là un peu, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que le système qu'on monte, il est violent aussi. Parce qu'en fait, la violence, elle est contenue en nous et que bah ouais, quand tu fais une réunion avec 20 personnes, bah ouais, tu vas rentrer chez toi avec des frustrations, avec des choses comme ça. Et donc, toute la question, c'est de se dire, est-ce que ce qu'on est en train de créer est mieux que ce qu'il y avait avant? Le fait de te donner une liberté d'agir, bah, c'est aussi récupérer les doutes qui vont avec, enfin tu vois, il y a un côté un peu là. Et sinon, par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de la finance, moi je dis toujours, il y a un peu. J'aime bien le truc de temps et d'espace. Et je dis souvent qu'au hangar, on a un peu notre propre temps. C'est-à-dire que finalement, si tu prenais pas le monde extérieur, comme je te dis, on est un groupe fermé avec un bâtiment physique autour de nous. Le temps du hangar, il est relié au temps des matériaux, au temps des bénévoles, au temps machin. Et puis à l'extérieur de ce groupe-là, bah, t'as le monde. Et en fait, bah, comme à la manière de l'école, t'as le grand bassin, quoi. Et le grand bassin, en fait, bah, c'est le temps des banques. Donc en fait, bah, la connexion entre ces deux mondes, elle est parfois compliquée et c'est normal. Et donc du coup, ouais, c'est vrai qu'on a traversé pas mal
parce que de problèmes financiers ou de manque d'argent, parce qu'en fait aussi je crois que les gens qui sont ici ne mettent pas l'argent comme un critère premier. J'ai commencé par faire du tutorat à l'espace test de Coville. Et donc c'était souvent c'était jeunes qui venaient s'installer pour un temps pendant 3 ans. Et moi j'étais là pour les diriger un peu. Et souvent c'était un peu toujours pareil. Au début c'était permaculture, non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Au final, au bout de 6-8 mois, ils se disaient mince, ça va pas. Et on a réussi, on va dire, là-bas à partager une technique avec un outillage assez spécifique et puis avoir des résultats un peu plus cohérents que ce que c'était au début, quoi. Parce que l'agriculture, c'est quand même un sujet du moment, quoi. Aujourd'hui, on entend que dans 10 ans, il y aura 50% d'agriculteurs en moins en France. Dans 10 ans, la plupart des climatologues ils nous disent qu'on aura quasiment 10-15% de terres agricoles en moins parce qu'il y aura un peu de la désertification, problèmes climatiques, tout ça. Mais le problème, c'est que dans 10 ans, on sera peut-être 10 milliards sur la Terre. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est un sujet du moment. Et vu que j'avais l'impression que j'y arrivais pas trop mal, je voulais aussi partager ce que j'avais appris de mes grands-parents, de mon père, de tous les agriculteurs du coin qui me soutiennent aussi, hein, qui respectent mon travail, hein, puis qui prennent le temps de m'expliquer comment ils faisaient avant, parce que le bio, on aurait envie de dire que c'est des procédés nouveaux, mais en fait non, on refait ce que nos grands-parents faisaient. Et par la technique, par la pratique de nos anciens qui m'intéressait beaucoup, je l'ai partagé à tous ces jeunes de Coville, de maintenant de Montivier. Et là, j'ai l'impression que voilà, on arrive à faire quelque chose. Il y a une production, il y a quelque chose c'est utile, quoi. Quand j'étais jeune, mes parents louaient, malgré qu'ils étaient du Vésinet, après on a vécu dans plusieurs pays, ils louaient une petite maison en forêt d'Orléans où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Il n'y avait rien, c'était une petite maison au milieu, une ancienne maison forestière, et on allait passer toutes nos vacances là-bas. Donc on était habitués à vraiment faire attention à l'eau, justement, faire attention à l'électricité, on n'allume pas, voilà. Et ici, je retrouve bon, là, ici, on a l'électricité, on a tout ce qu'il nous faut, hein, mais je retrouve l'ambiance nature, les oiseaux, les champignons, et amener tout ça à la campagne, l'art à la campagne, c'est pas forcément facile pour tout le monde de venir jusqu'ici nous voir non plus depuis Le Havre, c'est quand même 20 km, mais on n'est pas au bord d'une autoroute exprès aussi, l'Imaginarium, parce que il y a une démarche pour venir ici, voilà, c'est ça aussi. Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottin ou bien vendeuses par nature, il y en a qui sont mannequins, il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surgés. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, mon cher Denis, c'est très gentil, mais là, faites juste le refrain avec moi, parce que voyez-vous, vous avez mal travaillé. Excusez-le, c'est un petit jeune, il s'est mis au piano. C'est normal. Alors, bien biaiser une robe, ma foi, il n'y en a pas de pâle comme moi. Je suis biaiseuse de chez Paquin, je biaise du soir au matin. L'éveiller c'est tout mon bonheur, je suis pas pour la journée de 8 heures et le travail de nuit me fait pas peur. Vous allez voir. Je suis biaiseuse chez Paquin.